Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes réunis une fois de plus pour cette remise du Grand Prix des rendez-vous de l'histoire de Blois. C'est une tradition de la remettre le samedi avant la table ronde organisée par la revue L'Histoire. Et donc, je tâcherai d'être bref pour ne pas vous priver de l'essentiel, qui est ce débat qui va suivre ensuite. Je vais m'adresser à la lauréate. Mais comme vous êtes là, vous avez le droit d'écouter, évidemment, parce qu'en réalité, le discours vous est surtout destiné surtout à vous convaincre que nous avons choisi un livre excellent. Madame, il y a des mots qui font peur. Horde et de ceux-ci. Du moins, avant que l'on ait lu votre livre, car je ne sais si, comme le prétend le sous-titre, le livre est affiché ou pas? Ah oui, c'est ce que je voulais savoir. Je ne sais si, comme le prétend votre sous-titre, la horde que vous étudiez a changé le monde, mais une vérité s'impose. Votre livre change radicalement le regard de ceux qui l'ont lu sur les Mongols et leur horde, puisque tel est le nom, Horda, qu'ils donnent eux-mêmes à leur empire, à l'organisation politique, sociale et militaire qu'ils ont bâtie. Le sujet n'était certes pas facile. Si Gengis Khan ou Kubilai sont des noms familiers à nos oreilles, je crains qu'ils ne soient associés uniquement à des équipés sauvages, des massacres sans fin, des cruautés raffinées, une instabilité et une menace de chaque instant pour les sédentaires auxquels nous nous identifions volontiers. Et pourtant, ce que vous écrivez va bien au-delà de ces images colportées par les films soi-disant historiques, où les Mongols s'affichent en dignes héritiers des Huns d'Attila. Soyons clairs, à aucun moment vous ne faites des Mongols des guerriers bienveillants et respectueux du bien d'autrui, non. Mais ce que vous décrivez, au-delà des campagnes militaires foudroyantes qui marquent les diverses phases de leur expansion, ou des luttes intestines qui ponctuent une histoire riche en tensions, dépasse de beaucoup la violence propre à toutes les guerres. Ce que vous placez sous nos yeux, c'est une société, un empire, des réseaux d'échange et des modes de gouvernement que nous ne soupçonnions pas. Passons sur la difficulté et la variété incroyable des sources qu'une érudition impeccable vous permet de maîtriser avec aisance, pour signaler quelques aspects qui m'ont paru particulièrement remarquables, sans que cela épuise la richesse de votre livre. Vous vous concentrez sur la horde des Joshides. Je ne sais pas si je prononce bien les noms, mais je vais faire des efforts. En tout cas, c'est écrit comme ça, quoi. Sur la horde des Joshides, celle donc du fils aîné de Gengis Khan, mort avant son père, et qui, sous la direction de ses deux fils, Horda et Batu, domine au sein de l'immense empire mongol, celui que gouverne le Grand Khan, les vastes territoires de l'Ouest, entre l'Oural, en gros, le Dniepr et le Danube, de l'Asie centrale, disons, à Novgorod, avec des poussées d'ailleurs aussi dans le Caucase. Grâce à vous, on suit comment ces nomades fondent des villes pour les sédentaires dont ils ont besoin, notamment les marchands, comment ces hommes des steppes deviennent des familiers des grands fleuves dont leur nomadisme leur fait descendre puis remonter les rives au fil des saisons, habiles à les traverser à n'importe où quand les sédentaires sont esclaves des gués et des bacs. On découvre avec vous leur capacité à assimiler les peuples vaincus, à favoriser leur productivité et leurs échanges, à mettre en place aussi bien un système de perception efficace qu'à émettre diverses monnaies adaptées aux régions où elles sont frappées. On s'étonne de leur grande tolérance religieuse, même après que leur chef ait décidé d'adopter l'islam vers le milieu du XIIIe siècle. Bouddhistes, chrétiens, animistes restent libres et soutenus. On admire leur diplomatie habile et universelle, où entre Russes, Hongrois, Byzantins, Génois, Vénitiens, Mamelouks d'Égypte et de Syrie, à l'occasion même le pape ou les Allemands, voire
le roi de France. Aussi bien que d'autres groupes mongols, évidemment, alliés ou rivaux. L'espace gigantesque que cette horde contrôle, aussi étendu que l'Empire romain, j'avais de quoi être jaloux, l'Empire mongol tout entier, d'ailleurs, le dépasse de beaucoup, étendu des frontières du Vietnam à Novgorod et au Danube, se trouve devenir le cœur du monde, reliant les extrémités de l'Eurasie et y favorisant circulation et échange. On y mesure l'importance des hiérarchies sociales et familiales, le rôle des assemblées, les kurultai, face à la toute-puissance du khan choisi, la place primordiale des produits de luxe, soie, fourrure, faucon, armes, dans le maintien des fidélités politiques et de la distinction sociale. On y observe l'habileté et la capacité d'adaptation des Han aux situations diverses. Le tableau que vous brossez de la manière dont Mongke Temür gère les Russes placés sous son autorité offre une démonstration d'intelligence politique dont on a peu d'exemples. Confirmer les privilèges des puissants, accroître ceux des religieux, fût-ce au détriment du recrutement de jeunes guerriers. Jamais les monastères russes ne furent aussi riches et peuplés. Se faire discret dans la collecte des impôts et des taxes. Parfois, on reste dehors de la ville et on envoie quelqu'un prélever les impôts. Tout en encourageant tous ceux qui produisent et qui vendent, voilà ce que l'on attend des guerres de ces guerriers des steppes. Mais vous savez aussi pointer les faiblesses du système de la horde, la relative autonomie des bègues qui dirigent chacun leur oulou, leur peuple, l'absence de règles claires de succession qui laissent libre cours au jeu des ambitions et des rapports de force. De longues périodes de paix peuvent être rompues par des guerres fratricides qui affaiblissent vainqueurs et vaincus. Vers 1300, la crise est particulièrement sensible au sein de la horde jochide. L'énormité des distances entre les extrémités de l'Empire rendait inévitable son caractère de plus en plus disparate entre l'Est, sous forte influence chinoise, et l'Ouest, plus attaché aux traditions des steppes, tout en étant largement ouvert aux influences du Proche-Orient musulman et byzantin et aux innovations de l'Europe chrétienne. Chemin faisant, on prend conscience, grâce à vous, de la longévité de la présence mongole aux portes de l'Europe et de l'influence décisive qu'elle joua dans la construction politique de la Bulgarie, de la Valachie ou surtout de la principauté moscovite. Certes, la grande peste l'affaiblit, mais plus encore les discordes internes, le morcellement de l'Empire dans le courant du XVe siècle s'accompagne d'une adaptation aux conditions nouvelles permettant aux Mongols de se maintenir jusqu'au XIXe siècle. La richesse de votre livre paraît inépuisable et il faudra sans doute y revenir souvent pour mieux comprendre notre propre histoire en rejetant les clichés d'un autre âge sur les peuples des steppes. Clichés vieux comme le monde, en tout cas vieux comme les Grecs, ce qui est déjà pas mal, qui déjà n'avaient qu'un seul mot pour désigner les nomades et les brigands. Vous rendez aux habitants des tentes aux murs de feutre une histoire passionnante, un apport essentiel pour l'histoire de l'Eurasie, un enrichissement dont chacun désormais peut prendre, grâce à vous, une plus juste mesure. Pour tout ceci, au nom du jury tout entier que je représente ici, je vous dis merci et bravo. Je vous remercie infiniment, Maurice Sartre. Je remercie le jury aussi de d'avoir choisi ce livre qui est vraiment intimement lié à mon choix de faire de la recherche en histoire. Pour tout vous dire, c'était mon sujet, ça s'appelait une maîtrise à l'époque, il y a de cela presque 20 ans en fait. Et j'avais décidé de travailler sur la Horde d'Or et je me vois encore aller voir mon directeur de recherche et lui dire, très contente, voilà, je vais travailler sur la Horde d'Or parce que j'en ai jamais entendu parler. Il y a un empire mongol qui est
plus grand que l'Empire romain, peut-être plus grand encore que l'Empire ottoman. Apparemment, c'est lié à l'histoire de la Russie, à l'islamisation aussi d'une partie de la Russie. Pour moi, c'était des questions très importantes. Et je me souviens qu'il m'a fait confiance, mais il m'a dit, bon, il y a un problème, les sources, il va falloir chercher du côté des sources, et probablement vous n'en aurez pas assez. Et aussi, il m'a dit, puis il va falloir forcément voyager, puisque les archives, de toute façon, ne seront pas en France. On n'a pas de tradition historiographique en France sur le sujet. Lui, il était tchèque d'origine, donc ça lui parlait quand même, la Horde d'Or. Bon, il m'a fait confiance, et je dois dire que chaque année, depuis, j'ai trouvé en général de nouvelles sources ou de nouvelles manières d'aborder des sources déjà connues. Et ce sujet s'est construit et chaque année, je trouvais plus. Et par ailleurs, je pense que peut-être ça se ressent aussi dans le livre, j'arrivais à convaincre de plus en plus de gens autour de moi que l'Empire mongol avait quelque chose à dire d'une certaine manière, que cet héritage bien nous touchait aussi de mille manières. Et j'ai l'impression aujourd'hui, avec mes étudiants à Paris-Nanterre, que vraiment, il y a quelque chose qui s'est construit dans notre historiographie française ces dernières années autour de l'héritage de l'Empire mongol. Et mon ouvrage est un ouvrage parmi d'autres qui permet de l'appréhender. Voilà, quand les historiens, les archéologues aussi s'intéressent au sujet. Donc je vous remercie infiniment parce que pour moi, c'est vraiment un grand cheminement, un grand périple à travers le monde aussi, ce travail, cet ouvrage. Je remercie aussi infiniment mon éditeur, Perrin, et plus particulièrement Christophe Paris, qui a été vraiment, qui m'a fait confiance sur la langue aussi de ce livre, qui m'a soutenue. C'était vraiment essentiel pour moi de faire ce travail avec un éditeur. Et puis, je remercie évidemment les Rendez-vous de l'Histoire, toute cette magnifique organisation qui me permet aussi de communiquer beaucoup autour du travail de l'historien, les possibilités qu'il y a encore dans la recherche sur l'Empire mongol. Je voudrais terminer là-dessus, le fait que c'est le début d'une recherche qui est ouverte et il y a énormément encore à découvrir sur ce sujet-là. Voilà, je vous remercie infiniment. Voilà, on est dans l'ambiance. Merci à mon amie Catherine Brice qui m'a aidé à choisir ce morceau. Passacaglia della Vita, un opéra de Stefano Lendi qui nous rappelle qu'il faut mourir. Parce que on l'avait peut-être un peu oublié, on ne voulait plus y penser. La pandémie qui nous a frappés en 2020 nous a fait ressurgir peut-être avec force quelque chose qu'on sait exister, mais qu'il nous faudrait faire face à la mort de masse, peut-être à la mort des autres, à la mort des proches, et puis, ce qui n'est pas toujours plus facile, à la sienne propre. Tout cela a relancé un débat législatif qui est en France, enfin qui dure en France depuis déjà un peu plus de 20 ans et a provoqué la réunion d'une convention citoyenne qui est censée le nourrir.
Cependant, face à cette question, on se retrouve, comme dirait Jacques Brel, on se retrouve seul. Comment s'y préparer? On est un peu démunis, on a dans la tête le grand âge, la dépendance, l'espérance de vie qui s'allonge, ce qui est une bonne chose, mais qui porte aussi des angoisses potentielles. Et puis des statistiques sinistres, 60% en France de nous, des Français, meurent à l'hôpital, 15% dans les maisons de retraite, 25% seulement en dehors, c'est-à-dire dans la rue, à domicile. Bon. Comment conserver dans ce contexte-là, comment conserver ce qu'on appelle la dignité? C'est peut-être pas forcément le bon mot, on y reviendra. Comment conserver la maîtrise de ce moment auquel il faut se préparer, d'un moment dont on voudrait conserver peut-être la maîtrise, peut-être même par anticipation pouvoir être fier, puisqu'après tout, sa mort, c'est aussi une trace qu'on laisse dans la mémoire des survivants. Les directeurs de conscience aujourd'hui se font rares. Alors on se tourne vers l'histoire. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir. Et l'on comprend que la question de la belle mort, réussir sa mort, c'est une question à la fois qu'on pourrait croire éternelle, euthanasie en grec, on y reviendra, euthanasie, la belle mort, et pourtant, c'est très très loin d'être un invariant dans l'histoire. Alors pour essayer de faire un peu ce qu'on pourrait appeler un carottage dans l'histoire jusqu'à nos préoccupations actuelles, j'ai convié ce soir 4 personnes. Alors j'y vais dans l'ordre chronologique. Claire Sautinel, vous connaissez certains d'entre eux déjà très bien, vous les avez même beaucoup écoutés ces jours-ci, mais ça n'est pas du tout... c'est une très bonne chose. Claire Sautinel, professeure à Paris-Est Créteil, spécialiste de l'Empire romain tardif et du christianisme. Vous avez publié notamment chez Belin l'année dernière « Rome, la fin d'un empire ». Sous la direction d'ailleurs de Joël Cornette, qui est le seul homme ce soir. On se demandera peut-être pourquoi. C'est peut-être aussi une affaire de femme, un peu plus. Enfin bon, c'est une question. Joël Cornette, vous êtes spécialiste bien sûr de la Bretagne. Votre dernier livre, Anne de Bretagne, est primé de toutes les façons. Mais vous êtes aussi, c'est plutôt pour ça que vous êtes là ce soir, spécialiste de la monarchie française et notamment de Louis XIV. Et parmi votre abondante bibliographie, je citerai La mort de Louis XIV chez Gallimard aussi. Anne Carole, vous êtes la 3e historienne, professeure à l'université d'Aix-Marseille. Vous avez publié, vous êtes spécialiste d'histoire de la médecine et vous avez publié beaucoup de livres, de très beaux livres. Je citerai seulement Les médecins et la mort, qui malheureusement n'est pas sur le salon, mais vous pouvez le trouver ailleurs. C'est vraiment, ça vaut le coup. Des tas de livres sur l'embaumement, la peine de mort, récemment la mise en pièces de Gambetta. Enfin, des tas de choses très réjouissantes, mais qui touchent souvent à la mort et à la façon dont on s'y prépare. Une dame que vous connaissez moins peut-être, enfin, sauf certains d'entre vous, je le sais, puisque vous êtes venus aussi pour elle. Véronique Fournier, merci d'être là. Vous n'êtes pas historienne, mais c'est très bien, ainsi. Vous êtes médecin, cardiologue, très engagé dans la réflexion et le combat pour les droits du patient, et notamment, parmi les droits, le droit peut-être un droit de la mort. Vous avez fondé en 2000 le premier centre d'éthique clinique à l'AP-HP, à Paris, à l'hôpital Cochin. Et en 2016, présidé sous la demande de Marisol Touraine, le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie. Vous avez publié plusieurs livres à la documentation française « La mort est-elle un droit ?» et vous préparez, dans le contexte de ce débat législatif sur la fin de vie, un livre qui porte un très beau titre et que vous pourrez acheter au printemps prochain chez Michalon, « Cette vieille dame et la mort ». Alors, nous plongeons dans l'Antiquité pour se demander quand même cette réflexion sur la mort, réussir sa mort, cette volonté d'affronter, enfin de se préparer peut-être à une belle mort. Claire Sautinel, dites-nous à quel moment peut-être on a commencé à s'interroger et qui s'est interrogé sur la manière dont il faudrait ou dont on pourrait réussir sa mort. Pour l'Antiquité, nos sources sont essentiellement des sources littéraires et tous les philosophes de toutes les écoles philosophiques ont placé la question de la mort et
d'avoir une belle mort. Quelle mort mérite le sage, le philosophe, au cœur de leurs travaux? C'est une question qu'on peut se poser pour plein de domaines dans l'Antiquité. Jusqu'où la pensée des philosophes irrigue les comportements des personnes? Évidemment, nos sources documentent surtout une élite sociale des mondes grecs et romains, mais pour autant qu'on sache, cette réflexion sur comment faut-il mourir est une réflexion qui est très présente dans l'Antiquité et qui a informé aussi la pensée occidentale par la suite, parce que l'éducation a transmis ces textes pendant des siècles, même si ce n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. Alors, les penseurs antiques n'ont pas tous la même opinion sur ce que c'est qu'une belle mort. Il n'y a pas une doctrine unique, mais on peut repérer des éléments importants. Un élément essentiel, réussir sa mort, c'est avoir vaincu ou surmonté la peur de la mort. Et ça, c'est un élément qu'on retrouve aussi bien chez Épicure que chez Platon, plus tard chez Cicéron ou chez Épictète, chez tous les philosophes. Le courage devant la mort et la patience devant la mort, la capacité à regarder la mort et à l'accepter est tout à fait essentiel. Un autre élément qui est très important, c'est que la mort est vraiment considérée par tous les philosophes comme la pierre de touche de l'existence. Donc, le sage doit avoir une mort qui ressemble à sa vie et une mort qui n'est pas en contradiction avec elle. Une mort réussie est une mort qui laisse des regrets, mais pas au défunt. Très important, Cicéron, dans son traité sur la brièveté de la vie, insiste beaucoup là-dessus, mais Sénèque en parle aussi. Accepter de mourir, c'est être content de ce que l'on a fait et ne pas avoir de regrets. Aussi, c'est vrai pour les épicuriens qui considèrent ou les stoïciens qui considèrent qu'après la mort, il n'y a rien, comme pour les platoniciens qui considèrent que la mort est le moment où l'âme se libère du corps. Mais en revanche, il faut laisser des regrets aux autres. Il faut être commémoré et il faut être célébré par sa famille, par ses amis, mais aussi par la cité tout entière. Et c'est un point assez caractéristique de l'Antiquité. Donc tout ça crée un portrait assez cohérent, à côté duquel moi j'ai été surprise en le lisant parce que je ne m'attendais pas à trouver ça, à côté duquel Pline l'Ancien, dans sa histoire naturelle qui brasse tout le savoir de son temps, écrit que la vraie bonne mort, c'est la mort subite. C'est la mort subite, c'est la mort, et il donne toute une liste impressionnante de gens qui meurent, d'un balcon qui leur tombe sur la tête, d'un cheval qui les écrase, ou le comble de tout, d'un acteur qui donne sa dernière représentation, qui est applaudi à tout rompre par la foule, qui se rend au banquet qu'on donne en son honneur, qui dépose la couronne qu'on lui a donnée, le masque qu'il portait pendant la tragédie, qui se sert une boisson chaude, et au bout de quelques instants, son voisin lui dit « ta boisson refroidit » et il était mort. Et Pline dit « ça, c'est la plus grande félicité de la vie ». Ce qui est assez étonnant. Mais l'exemple type, et je finirai là-dessus, c'est l'exemple le plus classique, parce que cette mort subite n'est pas un modèle que l'on donne, un modèle d'éducation. C'est la mort, on peut prendre la mort d'Auguste pour prendre un personnage célèbre, le premier empereur romain, telle qu'elle est rapportée par Suétone. Auguste sait qu'il va mourir. Il a été longtemps malade, il n'a pas une très bonne santé, il sait qu'il va mourir. Le jour de sa mort, il se fait coiffer, il se pomponne, le texte dit, il remonte ses bajoux. C'est vraiment, il fait son lifting du matin. Il se couche, ses amis, sa famille sont là. Il fait un bon mot, il cite des vers en grec sur le thème « Si la pièce vous a plu, n'épargnez pas vos applaudissements ». Il dit au revoir à sa femme. « Livie, souviens-toi de notre union et porte-toi bien ». Et il meurt.
D'une mort facile, dit, c'est le mot qu'utilise Suétone, d'une mort facile, pas d'une mort réussie, d'une mort facile dont il avait toujours rêvé, car, dit Suétone, lorsque Auguste entendait parler de quelqu'un qui était mort sans douleur et sans peine, disait qu'il priait les dieux, qu'il implorait les dieux d'obtenir ça pour lui et pour sa famille, d'obtenir cette euthanasia, et il utilise le mot grec, et Suétone précise, car c'est ainsi que les Grecs appellent ce genre de mort. Donc la bonne mort, ça peut être aussi la mort facile, ça peut être la mort courageuse, ou ça peut être la mort subite, mais on sent qu'il y a une pensée qui appelle à la cohérence de la mort et de la vie. Merci. Alors, on fait un saut. Oui, agonie, j'ai vu en préparant cette table ronde que agonie, ça vient de agone, mais attendez pas, qui veut dire l'assemblée. Non, au fond, agone, ça veut dire le combat. Oui, mais alors Agone, ça veut dire le combat, bon, et l'agonie, c'est le combat du mort contre la souffrance de la mort. Donc c'était quelqu'un vous a trompé. Alors on n'a rien dit. Faisons un saut dans le temps. Joël, Cornette, cette mort d'Auguste, est-ce qu'elle fait écho à la mort des rois? Qu'est-ce qu'une belle mort pour un roi de France au XVIIe, au XVIIIe Oui, je me suis interrogé, qu'est-ce qu'une belle mort pour un roi? Je dirais qu'il y a d'abord des mauvaises morts, des morts étranges. J'ai envie de commencer par Charles VIII. Je ne sais pas si vous le savez, en 1498, c'est le premier mari d'Anne de Bretagne. Anne de Bretagne cherche à avoir un fils, elle n'y réussit pas, multiples fausses couches, il y en a une. Et pour la consoler, Charles VIII décide de l'inviter à un match de jeu de paume au château d'Amboise. Voilà. Il l'invite, elle y va. Et les portes sont très basses dans le château d'Amboise et le roi se heurte la tête contre la porte. Il tombe raide et il meurt rapidement. Comme dit, il tombe à la renverse sur une pauvre paillasse installée dans cette funeste galerie où tout le monde pissait. Voilà. C'est presque l'inverse d'une mort subite, mais terrible. Hein. Autre mort terrible, son successeur, Louis XII, deuxième mari d'Anne de Bretagne, il cherche toujours un héritier. Anne de Bretagne meurt sans héritier. Il se remarie avec une jeune Anglaise de 14 ans et il fait tout ce qu'il faut pour essayer d'avoir un fils. Impossible. Et en fait, il meurt d'excès de plaisir, excès de désir. Voilà. La belle Marie fut cause de sa mort pour l'embrasser trop souvent. Voilà, deuxième mort. Et puis, je ne vais pas vous faire un panorama de toutes les morts. La dernière est quand même la plus terrible. C'est Charles IX. Charles IX, c'est le roi de la Saint-Barthélemy. Et on dit que la Saint-Barthélemy l'a traumatisé. Est-il responsable? C'est un débat d'historien. Mais figurez-vous qu'il meurt en 1574 et les témoins disent exudant de sang, comme si le sang sortait de son corps. Il crache du sang et les contemporains disent voilà, c'est la preuve que Dieu montre que c'est lui le responsable de la Saint-Barthélemy, comme si en quelque sorte le sang versé se retrouvait dans son corps. Et le corps du roi, comme vous savez, c'est aussi le corps de l'État, donc il est responsable de cette mort. Et il aurait dit dans les bras de sa nourrice « Ah, ma nourrice mamie, ma nourrice, que de sang, que de meurtre. Ah, que j'ai suivi un méchant conseil. Oh mon Dieu, pardonne-le-moi et me fais miséricorde, s'il te plaît. » Voilà. Des mauvaises morts. Alors, je me suis interrogé, est-ce qu'il y a des bonnes morts? Alors, je vais peut-être être un peu provoquant. J'en vois deux, et c'est pourtant des morts terribles. La première mort, c'est Henri II. Henri II meurt en 1559 et il meurt à l'issue d'un tournoi. Il y a un tournoi qui se passe très très mal. Il y a eu 3 assauts, il veut un 4e. Il lève sa visière pour voir son adversaire, le comte de Montgomery, et, comme vous le savez sans doute, il reçoit un éclat de lance dans l'œil et il va mourir dans des souffrances atroces, épouvantables. Ambroise Paré va essayer de le sauver, il ne va pas réussir. Mais j'oserais presque dire, ça paraît presque une provocation, est-ce que c'est une belle mort? C'est la mort du gentilhomme. C'est la mort en face de l'autre. On va tout à l'heure réfléchir sur qu'est-ce que c'est que la mort, justement, anonyme, où on ne voit pas son adversaire. Et là, il a vu d'une certaine façon son adversaire. Donc, il est mort en bellatores, c'est-à-dire en guerrier. Voilà une bonne mort de roi, si je puis dire. Et puis, deuxième paradoxe, j'oserais presque vous dire que l'assassinat d'Henri IV, enfin, vous allez peut-être me critiquer, est-ce que c'est une mort réussie? Alors, c'est un paradoxe. C'est pas celle dont il avait rêvé, peut-être.
On l'avait prévenu, on lui a dit attention, attention. Mais bon, qu'est-ce que c'est que la mort d'Henri IV? La mort d'Henri IV, c'est à la fois la légende d'Henri IV, c'est l'image qu'on a de ce bon roi à la poule au pot. Il était détesté de son vivant, hein. Il y a eu 20 tentatives d'assassinat. Et la mort d'Henri IV, c'est la fin du régicide, c'est la naissance de l'État absolu. Voilà. Donc, d'une certaine manière, il a offert son corps à l'histoire de l'État. Alors, il n'est pas conscient, évidemment. Bon, alors c'est un peu un paradoxe que je vous soumets, 2 morts réussies par une violence extrême. D'ailleurs, il y a eu un problème. Est-il mort tout de suite ou est-ce qu'il faut attendre qu'on lui donne l'absolution et qu'il accède au paradis? Et on a maquillé le fait qu'il soit mort immédiatement dans son carrosse, rue de la Ferronnerie. Et il y a toute une série de sources qui disent qu'il a vécu encore quelques instants pour qu'on lui accorde l'absolution et qu'il accède finalement au paradis. Voilà des modèles en quelque sorte, bonne, mauvaise mort. Mais... Un mot quand même sur la mort de Louis XIV, parce que là vous nous parlez de rois qui sont morts, de rois qui sont morts voilà, sans l'avoir maîtrisé. On a quand même, vous en avez parlé ce matin excellemment dans l'émission de Jean-Noël Jeannet, voilà. Mais tout le monde ne l'a peut-être pas entendu. Louis XIV met sa mort en scène. Absolument. Alors j'attendais un petit peu pour vous suggérer les 2 morts, pour moi, modèle du XVIIe siècle, c'est Louis XIII et c'est Louis XIV. Et les 2 morts sont très intéressantes à comparer. Louis XIII, c'est la mort du pénitent, c'est la mort de la contre-réforme, c'est la mort du siècle des saints. C'est le mort qui, d'une certaine façon, retourne aux origines. Il a voulu mourir en pénitent, et il a refusé qu'il ait des obsèques grandioses, comme celle d'Henri IV. Hein. À la limite, les obsèques d'Henri IV, c'est les dernières obsèques grandioses du roi, où, comme vous savez, on fabrique un mannequin qu'on fait vivre symboliquement, comme s'il n'était pas mort, comme si, d'une certaine façon, vous savez, pour la monarchie, la mort du roi, c'est la situation la plus terrible. Les guerres civiles, c'est toujours au moment des régences, au moment des rois enfants. Donc, la mort du roi, il faut maintenir l'État d'une certaine façon. Donc, on fait un bricolage symbolique. Mais la mort, le lit de mort, Joël, oui. 1 minute sur le lit de mort de Louis XIV. Le lit de mort, c'est le respect du corps du roi. Mais comment lui organise-t-il sa mort? C'est toute une cérémonie. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, Louis XIV a vécu toute sa vie comme un spectacle. Il s'est offert en spectacle à Versailles. Et Versailles, c'est le théâtre du pouvoir. Et donc, il a vécu en public. Je vais mourir en public. Il l'a dit, d'ailleurs. Je me dois de mourir pour la société, pour les courtisans, pour le royaume. Et sa chambre se situe justement au 1er étage, face au royaume de France. Et d'une certaine manière, mourir là, au cœur de son palais, c'est l'acteur en scène. À la limite, c'est ce que vous disiez, Claire. On meurt en scène, et Louis XIV est mort en scène, on peut dire ça, dans une sorte de cérémonie, avec d'ailleurs toute une série de scènes extraordinaires où il passe un message, en quelque sorte, à son arrière-petit-fils, le futur Louis XV. Vous savez, j'ai trop aimé la guerre. Mais c'était pour les nécessités de l'État, face aux garçons bleus. Les garçons bleus, c'est les valets. Vous pleurez, vous m'avez cru éternel. À Madame de Maintenon aussi, vous m'avez cru éternel. Non, je ne suis pas éternel. Je meurs. Je meurs en paix. Voilà, je meurs en paix. Et donc, c'est vrai que ces 2 morts, oui, on a comparé un peu la mort terrible de Henri II et celle d'Henri IV, mort violente, et que je considère quand même, entre guillemets, comme des bonnes morts, aux 2 morts, Louis XIII, Louis XIV. Louis XV, ça sera très différent, hein, c'est la variole, et Louis XVI, évidemment, c'est la guillotine. Mais d'une certaine façon, on pourrait dire que Louis XVI a permis la res publica. Oui. Voilà, il a fallu couper le corps du roi. Mais c'est peut-être pas non plus la mort qu'il aurait choisie. Absolument. Alors, on fait encore un saut dans le temps, Anne-Carole. Pour un médecin, votre sujet sont les médecins, notamment les médecins du 19e siècle. Est-ce qu'un médecin a une idée de la belle mort? Qu'est-ce que c'est qu'une belle mort pour un médecin? Il faut déjà se rendre compte que jusqu'au début du 19e siècle, les médecins ne s'intéressent pas à la fin de vie. Il est vraiment d'usage, lorsque le pronostic fatal est posé, en quelque sorte, qu'ils désertent le chevet du mourant pour laisser place au prêtre. Parce que la grande affaire, c'est quand même le grand passage, hein, c'est le salut de l'âme. Et donc le médecin, ma foi, le corps a lâché, il n'a plus grand-chose à faire. Et à la fin de l'époque moderne, au XVIIIe siècle, quand les médecins, ou plutôt d'ailleurs les chirurgiens,
vont s'intéresser à la question de la mort, qui est un territoire à conquérir, puisque les médecins ne s'y intéressent pas. Et on retrouve là le même processus que ce qui s'était passé un petit peu avant pour la naissance, quelque chose qui était délaissé par les médecins, mais que les chirurgiens vont investir. Donc lorsqu'on s'intéresse au milieu du XVIIIe siècle à la mort, lorsque les chirurgiens le font, ce n'est pas la belle mort ou la bonne mort qui les intéresse, c'est la vraie mort. C'est-à-dire qu'ils vont développer un discours, une expertise, construire tout un savoir sur les signes de la mort, être absolument certain qu'on ne va pas inhumer quelqu'un qui est vivant encore, faire un enterrement précipité, etc. Et donc ils vont se concentrer là-dessus. Mais pas sur la façon dont la mort est vécue par les patients, ça ne les intéresse pas. Alors, ça change, c'est vrai, au début du XIXe siècle. Moi, dans mes sources, mes traités notamment de déontologie médicale, les conseils aux jeunes médecins, etc., on voit de plus en plus cette injonction à rester auprès des patients jusqu'à la fin, même lorsque on sait qu'ils sont perdus. Donc c'est vrai que les médecins sont de plus en plus présents au chevet des mourants. Bon, bien entendu, il faut garder présent à l'esprit les degrés de médicalisation très inégaux dans la société française. C'est-à-dire que là, on parle de médecins qui vont rester au chevet des mourants de gens qui appartiennent aux catégories bourgeoises, aux catégories supérieures, etc., etc. Ils sont présents. Le problème, c'est pourquoi faire. Pourquoi faire, dans la mesure où ils sont démunis. S'ils ont posé un pronostic fatal, c'est qu'ils n'ont plus d'armes pour lutter contre la maladie. Et en même temps, ils sont assez aussi démunis contre la douleur. Donc, on a de l'opium, et on connaît tous, je pense, l'épisode de Mirabeau, suppliant Cabanis de lui donner quelques grains d'opium pour ne pas le laisser mourir sur la croix, comme il dit, parce qu'il souffre, mais on en use avec beaucoup de parcimonie parce que voilà, les dosages peuvent avoir des effets indésirables, etc. Donc voilà, pourquoi faire ? Quelles sont les possibilités ? Alors, soit lutter à toute force pour reculer le moment de la mort, et donc ça préfigure un peu ce qu'on appellera plus tard l'acharnement thérapeutique, mais quelque chose sans espoir, et qui va donner lieu d'ailleurs à la création par un étudiant en médecine qui soutient sa thèse au tout début du XIXe siècle du vocable de dystanasie. Donc la dystanasie, c'est la mauvaise mort, c'est la mort où on s'acharne sur vous pour essayer de vous faire vivre encore quelques heures. On peut aussi, et c'est le choix de certains médecins, pratiquer ce qu'on appelle des soins palliatifs à l'époque, et qui n'ont pas le même sens qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que les soins palliatifs, c'est ce qui reste quand les soins curatifs n'ont plus d'effet. Et donc, c'est pas la morphine et tout ça, ça viendra, mais c'est rendre la fin de vie la plus confortable possible. Et moi, j'avais trouvé cet usage des soins palliatifs, notamment un usage très sensible, très émouvant, chez des médecins qui soignaient des femmes à l'hôpital, des pauvresses, souvent atteintes de cancer de l'utérus, qui mouraient dans des souffrances souvent terribles, mais qui, avant de mourir, subissaient des pertes malodorantes, etc. Et donc les gens les fuyaient. Enfin voilà. Et donc ils expliquent qu'il faut absolument les nettoyer, les accompagner, voilà, pour rendre leur mort la plus confortable possible. Et l'autre solution, la solution la plus majoritairement utilisée, c'est d'adoucir la fin de vie en mentant aux patients. Et donc vraiment, le XIXe siècle s'accompagne d'une présence médicale accrue, mais aussi de la mise en place de cette culture du mensonge. On ne dit pas aux mourants la gravité de son état. Alors, je termine juste en rappelant que dans la deuxième moitié du XIXe siècle, quelque chose va fournir aux médecins enfin une arme pour être actif et efficace dans l'accompagnement des mourants, c'est la morphine. J'y ai fait allusion. Et elle va susciter véritablement un engouement dont on a du mal à se rendre compte, aussi bien, je dirais, dans la médecine ordinaire, pour soulager les douleurs de tous les jours, mais aussi dans le soulagement des souffrances des patients. Le problème, c'est que la morphine crée un effet d'accoutumance et il faut augmenter les doses pour qu'elle soit de plus en plus efficace. Et donc, petit à petit, cette distribution de morphine, au lieu d'être un bienfait, si je puis dire, qui montre la toute-puissance du médecin dans cette situation, devient une prestation qu'on lui réclame. Et en plus, elle a un autre inconvénient, c'est que plus on en prend, plus on risque d'abréger la vie, ce qui va heurter un certain nombre de principes, notamment
chrétien. On y reviendra peut-être un peu plus tard. Donc voilà, la morphine va entamer un lent déclin qui n'est finalement achevé. Enfin, il y a de nouveau un autre mouvement, mais très récemment. Merci Anne. Véronique Fournier, aujourd'hui, la belle mort, là vous nous dites les médecins reculent devant la morphine. Aujourd'hui, on est sous le régime en France de la loi Claes-Leonetti de 2016 qui autorise dans certains cas la sédation profonde. Est-ce qu'on pourrait dire que la belle mort aujourd'hui, ou réussir sa mort, c'est mourir sans souffrance? Je ne sais pas si c'est la réponse pour tout le monde. Réussir sa mort, il me semble aujourd'hui que ça peut prendre des formes tout à fait différentes pour chacun. Il y en a pour qui réussir sa mort, ça sera de ne pas souffrir du tout, surtout ne pas souffrir. Mais il y en a d'autres qui, au contraire, considéreront que c'est important de continuer de souffrir pour le passage et que c'est quelque chose d'important pour gagner la vie éternelle à laquelle on croit. Il y en a pour qui bien mourir, ça serait être endormi, ne pas s'apercevoir de ce qui se passe, de la mort qui arrive. Il y en a qui, au contraire, voudront regarder la mort arriver face à face, les yeux dans les yeux. Il y en a qui considéreront que on peut peut-être choisir, maîtriser l'heure de sa mort. Ce sont tous les gens qui demandent des aides actives à mourir, à l'heure qui est la leur, et d'autres qui considéreront qu'au contraire, la grandeur de l'homme, c'est de ne pas maîtriser cette heure-là et de laisser la nature, le destin faire. Donc, il me semble qu'aujourd'hui, c'est ça qui est de tout à fait nouveau, avec une médecine qui n'est plus comme celle que décrivait Anne-Carole à l'instant, qui aujourd'hui a tous les moyens de pouvoir proposer aux gens quelque chose qui leur ressemble, qui est cohérent avec ce qu'ils ont été, la vie qu'ils ont menée, leurs convictions, leurs croyances, leur religion et les gens qui les entourent. Pour moi, aujourd'hui, réussir sa mort, ça serait obtenir une mort qui vous ressemble et qui est cohérente avec sa vie, un peu comme dans l'Antiquité. Et je ne suis pas sûre que avoir une bonne mort soit synonyme de réussir sa mort aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense qu'avoir une belle mort, oui, on dit la même chose. C'est mourir dans son sommeil sans s'en rendre compte. Ça arrive de plus en plus rarement parce que la cardiologie a fait beaucoup de progrès et que souvent, quand on meurt dans son sommeil, la nuit, c'est qu'on a un accident cardiaque, rythmique ou autre. Et donc, voilà, la belle mort aujourd'hui, je pense, n'est pas la même chose qu'une mort réussie. Une mort réussie, il faut la travailler, il faut probablement y réfléchir, s'y préparer. Et probablement qu'aujourd'hui, le chemin qui est proposé par la société, la norme, la loi, n'est pas forcément le chemin de tout le monde. La sédation profonde et continue jusqu'au décès, que l'on nous propose comme le chemin de la bonne mort, n'est peut-être pas très ajusté à chacun. Merci beaucoup, Véronique. Oui, d'ailleurs, on a compris dans toutes vos interventions que bonne mort, belle mort n'est pas forcément la mort qu'on prépare. Enfin, vous l'avez tous évoqué. Il faut quand même qu'on fasse un petit détour, qui n'en est peut-être pas un, par le fait que réussir sa mort, ça a pu vouloir dire, et c'est pour ça aussi que ce sujet est très historique, ça a pu vouloir dire avoir une mort héroïque, c'est-à-dire à laquelle on pense peut-être, ou à laquelle on est confronté, mais qui est un choix à un moment donné. Dans l'Antiquité, qu'est-ce que c'est qu'une mort héroïque pour un citoyen romain, par exemple, puisque ou pour un citoyen grec, ou pour un citoyen grec. Une mort héroïque, de façon très, très, très concrète et très triviale, c'est une mort qui fait de vous un héros, c'est-à-dire un personnage qui est commémoré par la cité comme ayant contribué à la vie de la cité, pour lequel on va construire un monument, on va organiser une fête annuelle, on va ériger une statue. Donc la mort héroïque, ça a vraiment une dimension publique dans l'Antiquité. Alors évidemment, la mort héroïque, elle est particulièrement offerte en quelque sorte aux soldats.
les généraux avant tout, les consuls, ceux qui décident de la bataille et ceux qui, à Rome, dans une célébration particulière, dans un rite particulier, peuvent parfois se dévouer, c'est-à-dire demander aux dieux de les faire périr dans la bataille pour que la Légion remporte la victoire. Et là, il y a vraiment je donne ma vie pour la cité, que ce soit Rome, mais ça, puisque c'est une pratique romaine, mais on a des équivalents ailleurs. Mais la mort héroïque devient aussi par contagion, en quelque sorte, celle des simples soldats qui combattent jusqu'au bout, qui ne fuient pas, qui préfèrent la mort à la honte. Et du coup, la mort héroïque devient un objectif, un élément que l'on enseigne aux jeunes Romains, auxquels on les prépare dans leur éducation militaire certainement, mais aussi dans leur éducation plus générale. On le voit jusqu'à la fin de l'Antiquité, dans les exercices de déclamation que font les élèves, je pense à la rhétorique d'Hérénius, on dit, faut-il mieux se rendre ou mourir? Il y a des exercices de rhétorique qui préparent à une mort de type héroïque. Et je pense que c'est vraiment l'essence même de la mort héroïque, qui est évidemment toujours... Alors, elle est célébrée par les historiens, et souvent par analogie. Les historiens parlent de mort héroïque, mais elle est visible aussi dans la cité elle-même, par les inscriptions publiques, par les statuts qui sont érigés pour ceux qui ont donné leur vie pour quelque chose, qui ont donné leur vie, qui ont mis leur vie en danger jusqu'au bout, jusqu'à la perdre, pour quelque chose de plus grand qu'eux. Et ce plus grand qu'eux, dans l'Antiquité, c'est forcément la cité. Ça a une dimension politique. On peut parler aussi d'héroïsme. Alors, on parlera également, on a des cas d'esclaves qui se sacrifient pour leur maître, qui sont des exemples que l'on admire, mais qui ne débordent pas le cadre de la famille ou du souvenir littéraire d'esclaves qui s'interposent entre des assassins et leur propre maître. Mais le héros, la mort héroïque, c'est forcément celle du citoyen. Seul le citoyen mérite une mort véritablement héroïque. Dans la mémoire romaine, une mort d'étranger ou une mort d'esclave ne mérite pas le titre d'héroïque. Mais c'est toujours un choix quand même. La mort, on peut estimer que c'est un choix préparé par une idéologie, par une éducation, par l'idée qu'on peut se sacrifier pour les autres. Et qu'à ce moment-là, quand on meurt, on peut avoir la satisfaction de mourir bien. Alors déjà dans l'Antiquité, on est quand même assez convaincu que quand on meurt, on n'a pas de satisfaction. Quand on est mort, on n'a pas de satisfaction. Que vraiment, pour ça, les philosophes antiques insistent beaucoup là-dessus. Quand on est mort, on est mort. Même pour les platoniciens, même avec l'âme qui se détache du corps, elle sort complètement de ce qu'elle était et elle ne s'intéresse plus à ce qu'elle a été avant. Donc il n'y a pas d'idée de satisfaction de la mort qu'on a eue. En revanche, ce qui est vrai, c'est que on est préparé à l'héroïsme, parce que avoir une mort héroïque, c'est avoir mis en œuvre jusqu'au bout les valeurs civiques dans lesquelles on a été élevé. Mais, et je pense que c'est très important, donc tout citoyen doit être prêt à une mort héroïque, y compris les femmes de citoyens qui ne sont pas citoyennes elles-mêmes. Mais la mort héroïque est circonstancielle complètement. C'est-à-dire qu'on ne recherche pas l'héroïsme. On sera héroïque si on a l'occasion de mettre en acte ces vertus que l'on a développées. Et là, on rejoint ce que dit la philosophie d'une mort qui est conforme à l'existence. On applique jusqu'au bout, on accepte le principe, l'idée de perdre sa vie, mais ces vertus, elles sont mises en œuvre normalement, enfin, si l'éducation est réussie, et tout le monde l'histoire de Rome et d'ailleurs est pleine de soldats qui s'enfuient, de généraux qui capitulent. Enfin, je veux dire, ça marche pas à tous les coups. Mais pour être héroïque, il faut que les circonstances s'y prêtent. Si il y a la guerre et si je suis face à mon adversaire, qu'est-ce que je ferai ? Voilà. Mais ça ne se passe pas nécessairement comme ça. Et la mort héroïque. Oui, il ne faut pas oublier qu'elle est jamais... elle est un choix au dernier moment.
La mort héroïque, Joël Cornette, au XVIIe siècle, est-ce que c'est mourir pour les autres, mourir au combat, et est-ce que c'est réussir sa mort? C'est mourir dans un face-à-face. C'est vrai que je pourrais prendre 2 images. Vauban exhibait sur sa joue une marque. Et d'ailleurs, dans les portraits de Vauban que vous pouvez regarder, il y a cette marque. Et cette marque, c'est un coup de mousquet qu'il a reçu. Et c'était une manière d'afficher justement sa vaillance de guerrier. Henri de Guise le balafré. La balafre, c'est évidemment aussi l'image de la mort face à face. Et nous sommes dans le registre des guerriers. Les uns prient, les autres combattent, les derniers travaillent. Et je pense que pour le noble, l'impôt du sang justifie justement le fait d'être noble, de ne pas payer l'impôt vulgaire, la taille. Et donc mourir, d'une certaine manière, c'est la rétribution qu'on donne au roi, parce que voilà, le dénominateur commun, je crois, de toutes ces morts, c'est mourir pour le roi. Mourir pour la patrie, on pourrait dire, dans l'Antiquité, mais mourir pour le roi, au XVIe, XVIIe siècle, c'est absolument essentiel. Et quand le roi est au cœur de la bataille, quand le roi est dans la guerre, c'est évidemment fondamental qu'on puisse mourir devant lui. Alors cela dit, il y a des évolutions. Et la révolution militaire fait que la mort devient anonyme. Et quand Bayard meurt d'un coup de mousquet anonyme, c'est presque une catastrophe. Lui, le guerrier, le chevalier, qui a fait le roi chevalier d'ailleurs, il meurt... on ne sait pas par qui, un fantassin, finalement. Et d'ailleurs, c'est très beau, le dernier geste de Bayard. Il sait qu'il va mourir, et ces dernières paroles, alors, c'est rapporté, on n'est pas sûr qu'il les a dites, mais c'est intéressant. Il aurait dit, en mourant, je veux qu'on me tourne vers mes ennemis. Et il est dit, je n'ai jamais tourné le dos devant l'ennemi, je ne veux pas commencer à la fin de ma vie. Vous voyez, c'est extraordinaire, c'est la balafre d'une certaine façon. Mais là, il est mort presque la mort dans le dos, en quelque sorte. Mais donc, en le faisant pivoter vers ses ennemis, c'est d'une certaine façon retrouver l'éthique de gentilhomme. Alors, je prendrai 2 autres morts emblématiques. Celle de D'Artagnan, le vrai D'Artagnan, pas celui des 3 mousquetaires. D'Artagnan, qui est fidèle au roi, mousquetaire du roi, il meurt à Maastricht, au siège de Maastricht en 1673, le 2e jour, et devant Louis XIV, lui aussi d'un coup de mousquet. Mais il est mort devant le roi. Et mourir devant le roi, c'est évidemment une éthique formidable. On dit que Louis XIV a pleuré après la mort de D'Artagnan. J'ai perdu un des meilleurs des miens. Et l'autre mort intéressante, c'est Turenne. Turenne meurt en 1675. Alors là, c'est terrible, d'un coup de boulet, un coup de canon qui le coupe en 2. Voilà, terrible. Vous voyez, c'est la mort de l'aristocrate, mais voilà, par la révolution militaire. Alors Turenne a eu une compensation extraordinaire. On l'a enterré à Saint-Denis, ce qui est une certaine façon de le restituer dans sa qualité de gentilhomme. Et on a une lettre de Madame de Sévigné, j'ai envie de vous la lire, elle est très belle. C'est pas très long. Que lui faut-il? Il meurt au milieu de sa gloire, sa réputation ne pouvait plus augmenter, quelquefois à force de vivre, l'étoile pâlit, il est plus sûr de couper dans le vif, principalement pour les héros dont toutes les actions sont si observées. Vous voyez, assez extraordinaire. Voilà une définition de la belle mort. Absolument, c'est la belle mort. Dans le vif, mais quand même d'un coup de boulet de canon. Bon, et voilà alors, un exemple à permettez-moi, juste en conclusion, provisoire, que se passe-t-il quand le roi ne va plus à la guerre? Et ça a été un traumatisme quand, en 1693, Louis XIV, il était déjà un peu vieux, a décidé « je n'irai plus à la tête de mes armées ». Et ça a provoqué, il y a des pages de Saint-Simon, je vous recommande de les lire, mais ça a provoqué un choc épouvantable chez les gentilshommes. Comment le roi n'est plus là? Mais comment va-t-on se battre? On ne sera plus devant l'œil du roi. Voilà, c'est ça la mort. Je rappelle que Joël Cornette idéale. A commencé sa brillante carrière d'historien en travaillant sur le roi de guerre. Voilà, le roi de guerre. Alors, Anne-Carole, quittons un peu les médecins, car vous avez travaillé aussi sur la mort par ailleurs, et la mort sur l'échafaud, et au pied de l'échafaud, un beau livre l'année dernière, enfin, qui s'appelle Au pied de l'échafaud. Comment, c'est une question qui est aussi un paradoxe, on en manie plusieurs ce soir, comment peut-on réussir sa mort quand on est mené à l'échafaud? Alors, si vous permettez, je vais juste un tout petit point sur les médecins pour dire que là où on en est resté tout à l'heure, c'est-à-dire on n'utilise plus de morphine et finalement la seule issue, c'est de se battre
pour le médecin se battre contre la maladie. L'héroïsme, il est du côté des médecins. En tout cas, le discours d'héroïsation, il est tenu par les médecins sur eux-mêmes, qui sont tenus de combattre la maladie jusqu'au bout, de combattre la mort, qui se trouve dans un face-à-face avec la maladie et la mort, où le mourant, malheureusement, a un peu disparu au passage. Mais bon, voilà. Alors, l'échafaud, oui, effectivement, c'est la mort la plus ignoble, c'est la mort infâme. Et là, je ne parle même pas des morts politiques, des morts de la Révolution. Moi, je vais vous parler des morts des crapules, si je puis dire, des morts des criminels. Donc, comment rendre cette mort moins ignominieuse? Comment la rendre un peu plus héroïque? Alors, le modèle qui prévaut, qui est évidemment hérité des siècles précédents et qui va encore durer une bonne partie du XIXe siècle, c'est le modèle du bon larron, faire reproduire la figure du bon larron lorsqu'on va mourir sur l'échafaud, c'est-à-dire manifester du repentir, manifester de la peur aussi, il faut avoir peur de la mort, peur du jugement dernier, et une mort qui est très encadrée religieusement, où les marques de piété affichées par le supplicié, bon, voilà, sont nombreuses. C'est une façon, disons, de revenir à une mort plus digne, peut-être pas héroïque, mais en tout cas plus digne. Et moi, ce qui m'a intéressé, effectivement, c'est de voir apparaître dans la deuxième moitié du XIXe siècle une autre façon de vivre sa mort pour les condamnés, qui est davantage sur un mode héroïque, qu'il faut replacer dans un contexte qui est celui, d'une part, de la déchristianisation, c'est-à-dire que ce modèle du bon larron, finalement, il ne parle plus tellement aux condamnés. On ne peut pas vraiment dire que ça les aide dans leurs derniers instants. Il faut aller chercher d'autres ressources morales pour affronter la mort. Et puis aussi, peut-être à replacer dans un contexte de montée en puissance de l'individu. Alors, je sais bien que c'est un peu la tarte à la crème des historiens. Tous les spécialistes de chaque période réclament. Voilà, nous, c'est là que l'individu apparaît. Mais bon, au XIXe siècle, c'est vrai que la société démocratique, etc., fait que l'individu joue un rôle de plus en plus important. Et donc, ce que j'ai vu, c'est des condamnés à mort ordinaires qui tentent de se réapproprier leur propre mort, de maîtriser un peu ce qui leur, dans les marges très très faibles qui leur sont laissées dans le déroulement de la mort, qui tentent de reprendre un peu la main, et donc de mourir libre d'une certaine façon, aussi paradoxalement que ça puisse paraître. Et c'est d'ailleurs ce que les contemporains vont appeler de la forfanterie, d'écrire des condamnés qui vont à l'échafaud avec cynisme et forfanterie. Alors ça passe par quoi ? Ça passe par la maîtrise de ses propres émotions, et surtout, plus que la maîtrise de ses propres émotions, c'est le fait de ne pas exprimer d'émotions, là où elles sont attendues, justement, la peur, du châtiment, le regret, etc. C'est rester impassible, ne pas donner à lire, ne pas donner la satisfaction au public et à l'autorité judiciaire de lire sur vous la façon dont le châtiment s'imprime sur votre corps, et donc ne pas se décomposer devant l'échafaud, par exemple. Ça passe par le refus des secours religieux. Donc, on écoute avec indifférence, ou si on embrasse l'aumônier, c'est parce que voilà, c'est un dernier geste affectueux d'un homme à un autre homme, mais c'est plus le baiser de paix, c'est plus le baiser de réconciliation. Et puis ça passe aussi, chez certains, par une gestion subtile du tempo de l'exécution. Alors, il y a un déroulé de l'exécution sur lequel on ne peut pas beaucoup jouer, mais le condamné peut soit tenter de le ralentir, soit au contraire tenter de l'accélérer. Et vous voyez tout de suite que s'il tente de le ralentir, c'est un peu contre-productif lorsqu'on veut mourir en héros, parce que ça donne l'impression qu'on a peur, qu'on essaie de reculer au maximum l'échéance. Et donc, beaucoup des condamnés sur lesquels j'ai travaillé vont au contraire, de façon assez étonnante, accélérer le tempo de l'exécution. Donc, c'est Pranzini, par exemple, qui, après la toilette au greffe, dit... alors que tout le monde est en train d'attendre sur lui, allons, messieurs, et qui se lève, qui donne l'impulsion, en quelque sorte. C'est également Peniez, qui, lorsqu'il est guillotiné en 1899, va se permettre, lorsqu'il sort dans la cour, devant la prison où est dressé l'échafaud, de
de crier « présentez armes aux troupes qui sont là et qui, par réflexe, effectivement, vont présenter les armes aux condamnés. Donc il prend carrément la maîtrise, si je puis dire, des choses. Et puis c'est les derniers mots qui vont aussi construire cette mort héroïque. Donc c'est bien entendu Avina, n'avouez jamais, qui sera repris ensuite par d'autres condamnés à mort, ou cette phrase qui reviendra très souvent, à nous les hommes étant les durs, les hommes du milieu, voilà, qu'on invoque au moment de mourir. Voilà, ce sont des façons de rendre sa mort un peu plus héroïque, si je puis dire. Donc reprendre la main, oui, c'est voilà. Joli, reprendre la maîtrise. On pense aussi évidemment aux lettres magnifiques des résistants qui vont être fusillés, ou reprendre la main au moment où on sait qu'on va mourir et lui redonner une vertu, une allure d'héroïsme. Aujourd'hui, Véronique Fournier, l'héroïsme, la mort héroïque, ça pourrait avoir un sens ? Alors, d'abord, j'aimerais bien répondre à Anne sur les médecins qui se prennent pour des héros. Je parle du 19e siècle. Je parle du 19e siècle et de la première moitié du 20e. Ma profession. Alors, oui, juste pour dire quand même qu'il y a assez peu de gens qui ont envie de mourir. Et que quand on va voir les médecins, on a en général assez envie qu'ils vous tirent de là où on est. Donc, c'est vrai que le rapport à la mort est très, très lié au progrès médical, et qu'aujourd'hui, le progrès médical a quand même fait un bond faramineux en 30 ou 40 ans de temps, et on a à notre disposition, nous les médecins, beaucoup d'armes pour essayer de repousser les limites. Je voudrais juste vous faire savoir que s'il y a 20 ans, les patients avaient peur de l'acharnement thérapeutique et craignaient que les médecins n'en fassent trop, d'abord, ils ne se déclaraient jamais mourants, c'est-à-dire qu'ils avaient de l'espoir jusqu'au bout. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que la plupart des contentieux qui existent dans les hôpitaux aujourd'hui, c'est avec des familles qui demandent de l'acharnement thérapeutique pour leurs proches et qui disent « vous n'en faites pas assez, il faut continuer, il n'y a aucune raison de débrancher cette machine, peut-être qu'il va s'en sortir dans 3 jours, dans 8 jours ou dans 15 jours ». Donc voilà, c'est juste pour dire que ce n'est pas si facile de savoir du côté d'où on se place, quoi. Je pense, moi, que la mort aujourd'hui a moins de raisons d'être héroïque qu'autrefois, d'être citoyenne et d'être... voilà. Et que peut-être aujourd'hui, ce qui caractérise la mort, c'est qu'elle devient plus intime. Elle est quelque chose qui concerne l'individu, lui, avec lui-même. Et c'est cela qu'il faut respecter. Et c'est cela qu'il demande que l'on respecte. Et réussir sa mort, une fois de plus, c'est avoir une mort qui ressemble à ce qu'on a réfléchir dans l'intimité de soi-même. Moi, ce que je pense qui est dangereux, ça serait de dire qu'il y a une mort plus héroïque aujourd'hui qu'une autre. C'est-à-dire, par exemple, une mort demandée, une mort par aide médicale à mourir, une mort par euthanasie. Il ne faut pas qu'elle soit considérée comme plus héroïque qu'une mort qui, au contraire, est attendue patiemment et d'une autre façon. De la même façon que de dire « il a lutté jusqu'au bout contre la maladie » ne doit pas, à mon avis, définir ce que c'est qu'une mort héroïque aujourd'hui. Ça me paraît ça extrêmement important de considérer que c'est le chemin de chacun et que personne ne sait ce qui s'est passé entre lui et lui-même et quelles sont les expériences de la vie qui font qu'il pense que la mort la plus adaptée à lui, ça serait celle-là, ou plutôt celle-là. Donc, je me méfie de ces termes aujourd'hui qui qualifient la mort digne, par exemple. C'est quoi la mort digne ? De quel côté elle se situe, la mort digne ? Je ne sais pas. Ou la mort courageuse ? Je ne sais pas où elle se situe, la mort courageuse. Si elle est dans l'acceptation du fait de ne pas maîtriser, ou au contraire, dans l'idée qu'il faut maîtriser. Tout cela change tout le temps, et il me paraît important de laisser chacun réfléchir avec lui-même sur la façon dont il conçoit sa propre mort. Merci beaucoup. Alors, évidemment, oui, on est seul. Enfin, l'individualisation de l'acte, évidemment, est peut-être une angoisse ou un défi supplémentaire. N'empêche que on peut se retrouver confronté à des cas ou à des modèles qui sont des modèles qui viennent de loin, et notamment, quand même encore, le modèle chrétien. Claire Sotinel,
dans votre empire romain tardif, et même, il y a l'arrivée du christianisme. Et vous êtes aussi une grande spécialiste de l'histoire du christianisme. Qu'est-ce qu'a changé le christianisme dans cette idée, cette conception de la mort réussie ou de la mort acceptée? Qu'est-ce qui se passe avec le christianisme? Alors, il se passe, je me permettrai de rappeler que le christianisme n'arrive pas dans l'Empire tardif, mais dans l'Empire tout au début. Dans l'Empire romain, pardon. Mais dans les tout premiers temps, les premières générations chrétiennes n'ont pas un discours très affûté sur la mort. Entre autres parce que les toutes premières générations chrétiennes étaient persuadées de l'immanence de la fin des temps, et que donc la question de la mort individuelle était très peu présente. La question de la mort individuelle, elle se pose avec les martyrs, qui sont à partir et surtout de l'extrême fin du IIe siècle et du IIIe siècle, qui sont mis en demeure de choisir entre renier leur foi chrétienne et mourir. Et beaucoup de chrétiens renient leur foi chrétienne, d'autres font semblant, etc. Mais beaucoup aussi préfèrent mourir au reniement, préfèrent la mort au reniement, et en cela, ils se comportent exactement sur le modèle héroïque. Cette partie-là n'est pas nouvelle. On retrouve tout à fait accepter de perdre sa vie pour quelque chose de plus grand. Ce quelque chose de plus grand n'est plus la cité, et ça c'est une grande nouveauté, c'est ce que leur reprochent les autres citoyens de l'Empire romain, les autres habitants de l'Empire romain. Mais le mécanisme est toujours le même. La grande différence, c'est que pour ces martyrs, comme pour les chrétiens, ce qui fait une mort réussie, c'est qu'elle ouvre la voie à la vie éternelle et non pas à la géhenne. C'est-à-dire c'est la conception de l'au-delà et l'idée d'une continuité d'être entre la personne vivante et ce qu'elle est après la mort qui modifie la conception de la mort. Mais les auteurs chrétiens s'emparent du sujet à partir du IVe siècle seulement, là pour le coup dans l'Empire tardif, avec des points de vue assez différents. Ambroise de Milan, qui est évêque de Milan à la fin du IVe siècle et qui est un sénateur romain tout empreint de l'éducation romaine tardive, propose dans un traité sur la bonne mort, qui est vraiment, c'est vraiment le titre du traité, un discours très simple qui est de dire, pour le chrétien, la mort n'est plus un problème, puisque la mort ouvre à la vie, donc mourons joyeusement. La mort, c'est un mal si on ne croit pas en la vie éternelle, c'est un bien pour nous. Donc il n'y a plus... Ce qui crée des problèmes, c'est la vie avec ses attachements, ses tentations, ses désirs qui nous éloignent de Dieu. La mort, elle nous amène directement à Dieu, donc elle n'est plus quelque chose d'effrayant. Et ce traité, qui est assez court, est illisible pour nous aujourd'hui, parce qu'il fait comme si la mort était abolie dans la vie réelle. Et comme très souvent, on peut lui opposer la pensée d'Augustin, qui est son cadet, qui a été converti au christianisme par Ambroise, donc saint Augustin, évêque d'Hippone, qui lui a un discours très différent sur la mort. D'abord parce que lui-même a peur de la mort, hein, et il le dit dans les confessions, il dit à quel point il a été bouleversé par la mort de son ami Alypius et à quel point il ne l'a pas supporté. Il dit à quel point même quand il était très déprimé, il avait peur de la mort. Et il considère, un bon platonicien qu'il est, qu'il est aussi, que la mort reste un mal, reste quelque chose d'extrêmement douloureux, d'extrêmement pénible, parce que le continuum corps-esprit qui existe dans le vivant est cassé, et que cette cassure, ce passage, est un passage extrêmement douloureux.
Et en plus, quand il vieillit, il dit en plus, on n'est vraiment pas sûr d'être sauvé, donc ça fait peur aussi. Alors lui-même se prépare à mourir. On a la biographie d'Augustin par son diacre Posidius. Il raconte comment, se sentant dans sa dernière maladie, Augustin est mort assez âgé, je ne sais plus à quel âge, mais bien plus de 70 ans, dans une ville assiégée par les Vandales, donc c'était pas très drôle non plus. Et il a recherché la solitude, il a renoncé à un certain nombre de ses travaux, il a fait monter dans sa chambre des panneaux sur lesquels il a fait copier des psaumes pour les avoir autour de lui, comme une façon de se préparer à mourir comme étant quelque chose de difficile. Et dans l'Antiquité tardive, on n'a pas une exaltation de la mort comme un moment spirituel. Il y a encore une indécision qui reste jusqu'à la fin de l'Antiquité chrétienne. En revanche, ce qui est vraiment, là où il y a vraiment une bascule, c'est cette projection, c'est ce changement du centre de gravité de la question de la bonne mort, qui n'est plus du côté du vécu du mourant, et ça c'est un peu Augustin qui libère aussi, et ça rejoint un peu ce que vous disiez, enfin, qui libère le mourant d'une obligation d'être stoïque jusqu'au bout, ou d'une obligation de ne pas exprimer sa peur ou sa douleur, hein, en trouvant légitime cette difficulté à mourir, mais qui n'est plus non plus du côté de la cité ou de ceux qui s'en souviennent, mais qui est du côté de la vie éternelle. Merci. La mort chrétienne au grand siècle, en 2 minutes. Oui, la vie éternelle. Oui, effectivement, le XVIIe siècle, on l'appelle le siècle des saints, oui. Et il y a vraiment un renouveau, le désir de retourner aux origines. Un des livres qui a le plus grand succès, c'est Arnaud d'Antilly, qui traduit la vie des saints-pères des déserts de quelques saintes, c'est-à-dire retrouver le modèle du christianisme originel en quelque sorte. Et il y a un exemple, je vais vous donner un seul exemple, c'est l'abbé de Rancé. L'abbé de Rancé, c'est assez extraordinaire. C'est un abbé mondain dans un premier temps, avec une épée, il aime la chasse, il a des maîtresses, et justement l'une des femmes qu'il aime meurt brutalement. Et pour lui, c'est le coup de foudre, un peu comme Pascal Laura. Dès qu'il voit c'est la duchesse de Montbazon qui meurt, il l'avait vue bien vivante quelques jours avant, ça a été le choc. Et donc il décide de rompre totalement avec la vie de cour, et il décide de transformer une des abbayes qu'il avait en commande, la Trappe, en une abbaye qui, d'une certaine façon, va retrouver l'abbaye des origines, Bernard de Clairvaux, XIe siècle. Et il va faire une réforme extraordinaire, et cette abbaye va avoir un succès immense, mais terrible, la vie, parce que on est mort à la vie, d'une certaine façon. Et toute la vie du monastère tourne autour de macération, de supplice sur son corps, en quelque sorte. Et le summum de cela, c'est, je dirais, la mort des moines. Alors, on a des récits terribles de la mort des moines. C'est à la Trappe, un cérémonial qui est presque l'inverse de Versailles. Quand un moine va mourir, on le met dans la cendre ou sur la paille. Et il y a un marteau de bois qui frappe, et au moment de l'agonie, tous les moines s'assemblent autour de celui qui va mourir, et l'abbé de Rancé est là, et tient la main du moine, et lui pose des questions. Comment te sens-tu? Es-tu prêt à la mort? Es-tu prêt au jugement? Dis-nous, qu'est-ce que tu ressens? Comme si il fallait absolument établir le lien entre la vie d'ici et la mort là-bas. Je crois que c'est vraiment extraordinaire. Je parlais tout à l'heure, j'évoquais le cérémonial de la mort de Louis XIV. Là, c'est presque l'envers de Versailles. Et on a toute une série, d'ailleurs l'abbé de Rancé a écrit toute une série de morts de ces moines comme modèle, en quelque sorte, de ce grand siècle qui est le siècle des saints, d'une certaine manière. Autre modèle de mort chrétienne. Mais là, oui, chrétienne extrême. Absolument. Anne Carole, le fait de la prise de pouvoir, que vous nous avez quand même raconté par les médecins au XIXe siècle, d'une certaine manière, au chevet des mourants, ça crée une concurrence dans cette société qui est encore évidemment très chrétienne, entre le curé et le médecin. Alors, il faut faire attention déjà à ne pas commettre d'anachronisme, entre guillemets, c'est-à-dire que cette idée d'une opposition, d'une concurrence et de conflit, surtout même, entre le médecin et le prêtre au chevet des mourants, c'est quand même quelque chose qui s'est construit à la fin du XIXe siècle, à une époque, à la Troisième République, où il y avait des enjeux importants autour de la laïcisation. Et donc voilà, on a
construit cette image. En réalité, la seule vraie opposition, et j'ai fait allusion très, très brièvement, c'est la question de la vérité. C'est-à-dire qu'il est évident que pour les catholiques, il faut connaître la proximité de sa mort, alors que pour les médecins, je vous l'ai dit, on développe plutôt une culture du mensonge, de l'illusion. Mais par exemple, sur la question de la douleur, il y a beaucoup de convergence. Et je précise bien pour Véronique Fournier que moi, je travaille sur les médecins jusqu'au milieu du XXe siècle. Donc, je ne préjuge pas de l'attitude des médecins ensuite. Et donc, pour des raisons très différentes, il y a une forme de tolérance, d'acceptation de la douleur du patient. Comme disait le chirurgien René Le Riche, la seule douleur qui est facile à supporter, c'est celle des autres. Et donc, voilà, il y a une forme de tolérance, et notamment qui va jouer dans le rejet de la morphine. Après, il y a des formes plutôt, je dirais, de concurrence, par exemple dans la charité. Qui va être le plus charitable et donc tenir les discours les plus consolateurs. Beaucoup de médecins définissent au XIXe siècle l'euthanasie comme l'euthanasie morale, c'est-à-dire bercer d'illusions et de consolation son patient. Donc là, il y a une forme de concurrence avec le discours chrétien qui peut aussi aider à faire accepter la mort. Mais il y a aussi des collaborations qu'il ne faut pas nier. Il y a des collaborations. Par exemple, cette question du mensonge que j'évoquais, finalement, les médecins vont trouver une solution très simple. On ne la dit pas aux patients, mais on la dit à la famille. Et c'est la famille qui se charge de gérer ensuite, éventuellement, la divulgation de la vérité et le problème du salut. Et puis, la mort apporte même, la médecine, apporte même des solutions assez neuves. Par exemple, le fait que la mort soit décrite de plus en plus depuis le XVIIIe siècle comme un processus et pas comme un moment de basculement immédiat. L'idée qu'en particulier, la mort commence avec la mort de l'être conscient, si je puis dire, mais se déroule jusqu'à la mort de la dernière cellule du corps. Bien finalement, ça ouvre des perspectives à l'Église pour mettre en place des sacrements sous condition, les derniers sacrements sous condition, c'est-à-dire que voilà, on est face à quelqu'un qui est inerte, qui n'est plus conscient peut-être, comme on l'exigeait auparavant, mais dont il reste encore un peu de vie dans le corps. Certains vont même proposer d'ailleurs d'utiliser les ressources de la médecine, ça ne va pas marcher, mais dans les années 1920, un prêtre va même proposer des injections d'adrénaline dans le cœur de quelqu'un qui vient de mourir, juste le temps de lui faire subir les derniers sacrements, mais vous voyez ce que je veux dire, de pouvoir les mettre en place. Merci. Véronique, du coup, alors, est-ce que le christianisme joue un rôle dans la situation de la France, dans cette résistance de la France, aujourd'hui, semble-t-il, à voter une loi, sur la fin de vie, une loi sur l'euthanasie, comme c'est le cas en Belgique ou aux Pays-Bas, par exemple, ou des lois sur le suicide assisté, comme aux États-Unis, où il peut être pratiqué. Pourquoi cette résistance en France ? Est-ce que la faute au christianisme, la faute à qui ? C'est vrai qu'on se pose beaucoup la question, parce qu'il y a beaucoup de pays maintenant qui ont avancé et légiféré au moins sur le suicide assisté et souvent sur les deux, le suicide assisté et l'euthanasie. Je ne suis pas sûre, moi, que ce soit uniquement le christianisme qui soit l'explication de la résistance de la France. Ou peut-être que si, mais de façon indirecte. Peut-être je proposerais trois grandes raisons qui expliquent ça. Le retard, si on peut appeler ça un retard, parce que la France se targue de dire que ce n'est pas forcément un progrès d'adopter une loi dans ces directions-là. La première, je dirais, raison, elle est historique, je vais vous en dire un mot. La deuxième serait plutôt culturelle, et peut-être la troisième, je l'appellerais contextuelle. Alors, la première raison historique, c'est l'histoire du mouvement des soins palliatifs en France, qui n'est pas la même que celle dans d'autres pays. En France, le mouvement des soins palliatifs est né et s'est créé contre l'euthanasie et contre l'existence et les débuts de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Alors que dans un pays comme l'Angleterre, par exemple, les soins palliatifs avaient été développés bien avant. Et dans tous ces pays-là qui ont développé les soins palliatifs avant nous,
eh bien, il a toujours été considéré qu'il y avait une complémentarité entre les deux approches et que les soins palliatifs pouvaient intervenir avant et que si ça ne suffisait pas, on pouvait proposer une aide active à mourir sous une autre forme. En France, le premier congrès de l'ADMD, 1984, et c'est lui qui lance l'ouverture de la première unité de soins palliatifs et le mouvement des soins palliatifs. Et cette histoire-là explique, à mon avis, le clivage extrêmement important entre les deux attitudes et explique qu'il soit extrêmement difficile, à mon avis, de dépasser ce clivage qui continue d'être très virulent, très violent. Il faudrait choisir entre soins palliatifs et euthanasie. Oui, c'est-à-dire que aujourd'hui, à chaque fois qu'on lance un processus législatif sur cette question-là, on espère obtenir une loi de consensus. Ça a été le cas des 2 précédentes lois. Mais à mon avis, c'est aussi ça qui fait que la loi n'avance pas, parce que d'une certaine façon, chacun voit midi à sa porte et pense que la loi défend sa position et pas la position adverse. Peut-être qu'il faudrait admettre qu'on est pour ou contre et qu'on ne peut pas avoir une loi de consensus sur cette question-là. Donc ça, c'est la première des raisons historiques de la résistance qui me paraît difficile à dépasser, sauf à admettre qu'il faut effectivement trancher dans le vif et porter une position ou l'autre, mais qu'on ne peut pas porter les deux à la fois. La deuxième raison, elle est culturelle. Et voilà, il me semble que, enfin, vous me contredirez pas si je dis que nous sommes dans un pays qui est quand même extrêmement centralisateur et jacobin, voilà, que tout se décide en haut lieu et qu'il y a chez nous les sachants et les puissants, ceux qui pensent et ceux qui décident, et les autres, en gros, eh bien, il faut faire ce qu'on a pensé de bon pour eux. Ils obtempèrent. Ce n'est pas le cas dans les autres pays. Les autres pays ont des histoires tout à fait différentes, et chez nous, c'est le cas. Et parmi les puissants et les sachants, proches du pouvoir, sont les médecins. Et les médecins ont un pouvoir en France qui est complètement incroyable. Et ça, nos amis belges, par exemple, n'en reviennent pas. Ils nous disent, mais qu'est-ce que c'est que cette place des médecins dans la politique française? D'abord, il y a beaucoup de médecins au Parlement, à l'Assemblée nationale comme au Sénat. Et puis, il y a des médecins partout dans les couloirs de tous les ministères et à l'Élysée. Bon, il se trouve que j'ai été un peu dans les couloirs aussi des ministères à certaines époques, donc je peux en témoigner. Et que vous êtes médecin. Et que je suis médecin. Mais voilà, le pouvoir médical en France est extrêmement puissant. Et il est puissant au plus haut niveau de l'État, mais il est aussi très puissant dans la relation médecin-malade. Et il continue d'être très puissant dans la relation médecin-malade. Et quand les médecins disent « ça ne fait pas partie de notre boulot de faire mourir les gens », eh bien, on n'ose pas passer outre. Alors que dans des tas de pays, les médecins ont également dit ça, et le Parlement ou l'exécutif ont passé outre. Pas forcément toujours avec des résultats satisfaisants. Par exemple, en Espagne, aujourd'hui, où la loi a été votée, les médecins espagnols continuent d'être très résistants à l'aide active à mourir, mais pour l'instant, c'est légal. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième des raisons, me semble-t-il, qui est assez particulière à la France. Et la troisième des raisons, peut-être, c'est qu'elle est contextuelle. Elle est liée, à mon avis, au fait qu'on est maintenant dans une période assez réactionnaire, peut-on dire. Ce qui n'était pas le cas quand les lois précédentes, quand les lois ont été votées, par exemple, en Hollande ou en Belgique. Hein. Au début du XXIe siècle, voilà. 2001, 2002. Elles ont été votées dans le mouvement des droits des patients et la revendication des droits des patients à la fin de l'époque SIDA, où la voix des patients était extrêmement puissante et où on considérait qu'effectivement, il fallait rééquilibrer la relation médecin-malade et faire en sorte que l'autonomie du patient soit respectée et le consentement du patient recherché dans toutes les actions médicales. Aujourd'hui, on est dans une période qui est radicalement différente, où peut-être un certain nombre de gens ont peur de lâcher la rampe des valeurs qui ont fondé notre civilisation, et notamment des valeurs chrétiennes. C'est là où peut-être la chrétienté et le catholicisme reviennent. Mais c'est très frappant, c'est-à-dire que est-ce qu'on n'est pas allé trop loin ? Est-ce qu'en lâchant cette ultime barrière-là, on ne va pas se précipiter dans une civilisation de la décadence ?
Est-ce qu'on a vraiment le droit de maîtriser sa mort? Ce sont des questions qu'on ne se posait pas il y a 20 ans et qu'on se pose aujourd'hui, à mon avis, dans un contexte civilisationnel que vous connaissez tous et qui est assez réactionnaire, avec une partie du catholicisme qui pousse à cela et qui était le même que celui, par exemple, qui était anti-vax et complotiste, etc. Donc il y a des liens entre une certaine catholicité et cette tendance réactionnaire. Mais pas toute la chrétienté, parce que moi je connais beaucoup de catholiques qui sont pour l'aide active à mourir et pour le choix de la personne. Bien, merci. Alors, il nous reste 5 minutes. Peut-être qu'on va prendre 1 ou 2 questions. Mais on avait commencé avec un quart d'heure de retard, hein. Mais on était très content d'avoir laissé la place à Marie Favreau et à l'Empire mongol. Pas de questions? Ah, pardon. Alors, vite, oui. Normalement, ça marche. Bon. Merci pour tout ce que vous nous avez apporté. J'avais une question. Est-ce que l'on peut réussir sa mort, au moins avant le XXe siècle, lorsqu'on appartient aux classes populaires? C'est vrai qu'on en a peu parlé. Mais enfin, ils étaient dans le modèle chrétien. On pourrait dire qu'une des nouveautés qu'apporte, en tout cas dans les sources documentaires, le christianisme pour le monde romain, c'est par le biais de récits qui sont souvent hagiographiques ou de sermons, de donner leur place à des personnes qui n'appartiennent pas aux élites. Et effectivement, là, avec le déplacement chrétien qui ne place plus la réussite de la mort dans la mémoire de la cité, mais dans l'au-delà, tout le monde peut émarger à la mort réussie. Merci Anne. Juste pour répondre très brièvement, je pense que ça fait écho ce que vous dites au fait qu'actuellement, pour mourir, lorsqu'on a choisi de mourir de façon assistée, il faut avoir les moyens. Il faut aller à l'étranger et on retrouve un peu la même situation qu'au temps où l'avortement était illégal. Allez, 1, 2, oui, allez, 1, madame. Ah, pardon. Oui, pas de problème. Pardon, excusez-moi, Oui. je ne vous voyais Alors, pas. C'était très intéressant, mais qu'en est-il du suicide dans tout ça pour réussir sa mort? Est-ce qu'il y a eu un paradigme de pensée qui peut exister aujourd'hui, mais est-ce qu'il a existé depuis longtemps? Dans quel contexte, sous quelle forme de dire que finalement, faire le choix, faire les démarches d'aller vers un sentier qui t'enlève la vie, ça va te permettre de la réussir par la mort, une mort voulue? Alors, on a eu une table ronde hier. C'est vrai qu'on avait séparé un peu les choses du côté, et évidemment, dans la loi, il y a le suicide assisté. Mais, oui. Oui, enfin, c'est tout à fait vrai que assumer sa mort, ça peut être la choisir. Et le suicide dans l'Antiquité est quelque chose de tout à fait présent, comme une possibilité de mourir. Mais là encore, ce qui est présent dans l'Antiquité, c'est sauter la vie pour résoudre une situation en général de persécution politique et non pas, on n'a pas d'itinéraire individuel de suicide qui explore la psychologie en quelque sorte des personnes concernées. Oui, et je dirais un mot sur l'Ancien Régime. Se suicider, c'est contraire à l'idée de Dieu. Et d'une certaine façon, c'est s'emparer de sa mort et c'est un péché, je crois. Oui, dans l'idée de la maîtrise, il peut y avoir le suicide, mais justement, ça n'est pas la mort chrétienne. Madame, vous aurez la dernière question. Très bien. Merci pour ce débat passionnant et qui nous a donné une ampleur de vue formidable. Moi, quand même, je suis un peu sur ma faim. J'ai l'impression qu'on a beaucoup parlé de la mort des hommes et pas tellement de celle des femmes. La mort héroïque n'appartient-elle pas aux femmes non plus? Et comment peut-elle appartenir aux femmes? Voilà. Ou le condamné au pied de son échafaud. Il y a eu bien des femmes aussi au pied des échafauds. Bon, voilà. C'est juste une petite notation personnelle. Peut-être, Véronique, vous allez finir, parce que j'avais promis qu'on parlerait des femmes, parce que, oui, les femmes, c'est vrai, on en a peu parlé, mais peut-être vous voulez dire un mot, Véronique, et allez consacrer votre prochain livre aux 7 vieilles dames et la mort. Oui,
je trouve que souvent, enfin, dans toutes les conférences dans lesquelles on met ce sujet de la fin de vie sur la table, sauf ici, l'assistance est très très féminine. Et aujourd'hui, en tout cas, alors je ne connais pas les morts au pied de l'échafaud, ni les morts héroïques militaires, je ne sais pas s'il y avait des femmes à l'époque, mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr aujourd'hui, c'est que les femmes sont particulièrement concernées par la mort des autres d'abord, parce que c'est elles qui les accompagnent très souvent, c'est elles qui sont au chevet des mourants, beaucoup plus que les hommes. Ça commence à changer un peu, mais pas tellement. C'est aussi elles qui meurent le plus tard, et ce sont aussi elles qui meurent souvent au bout de plusieurs années de grande dépendance. Et donc, ça m'a intéressé de réfléchir à ces morts-là, et de m'apercevoir que dans ma pratique professionnelle, les gens qui étaient venus à un moment donné me dire « accompagnez-moi à réfléchir à ma mort, à ma grande vieillesse et à ma mort », étaient toujours des femmes. Pourquoi ? Je me suis interrogée, donc j'ai fait ce travail de recherche, et voilà, c'est l'objet effectivement de ce futur livre, mais je crois que les femmes ont une place très particulière dans la réflexion sur la mort aujourd'hui et qu'on ferait bien de les écouter davantage. Eh bien, voilà pourquoi je vais remercier Joël d'avoir été le seul homme. Merci. C'est vrai que ce n'est pas le hasard qui est trois femmes. Bon, merci beaucoup. J'espère qu'on ne vous aura pas couper l'appétit, il faut profiter de la soirée. Vous avez vu que finalement, c'est un sujet très grave, mais qu'il n'est pas forcément triste, qu'il peut même être assez joyeux. Merci à tous.